Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous d'actu dans le Finistère. Il fallait encore s'armer de patience pour faire le plein d'essence en Bretagne. Ce mardi, un quart des stations est fermé. Le conflit se durcit. Les syndicats ont tenté de bloquer l'accès aux dépôts pétroliers, engendrant de gros bouchons notamment aux abords de Brest, comme vous pouvez le voir sur les images de Fabrice Locke. On en parle dans un instant. Et en ces temps de pénurie de gasoil, la solution est bel et bien de se tourner vers des deux roues non motorisées. Olivier Stupka, bonjour. Bonjour. Alors, vous souhaitez lancer une activité de coursier de quartier à vélo dans la ville de Brest. Et pour mener à bien votre projet, vous avez besoin des téléspectateurs. Olivier, on vous retrouve dans un instant. On parlera évidemment à l'occasion de la rubrique Coup de pouce en fin d'émission. En juin dernier, 2 plateformes de financement participatif 100% bretonnes ont vu le jour quasiment simultanément. Elles sont donc aujourd'hui 3. Il y a Gwenec, Base Jaune et enfin Kengo, le directeur de cette plateforme de crowdfunding est avec nous. Serge Apriou, bonjour. Bonjour. Un an après le lancement de Kengo, le financement participatif régional se porte-t-il bien, Serge? Oui, c'est une bonne première année pour nous. On est ravis de la manière dont les choses se sont passées et on est plein d'espoir pour la suite. Bon, on en parle en deuxième partie d'émission, mais avant cela, on fait un point sur l'actualité de ce mardi 24 mai 2016. Et on commence tout de suite par les conséquences de la loi travail. Il est toujours difficile de trouver de l'essence. Réapprovisionnées au compte-gouttes, les stations tentent de livrer les automobilistes malgré les actions menées par les syndicats pour bloquer les dépôts pétroliers comme à Lorient ou encore à Brest où se sont rendus ce mardi matin Frédéric Lorenzon et Geoffrey Lapérousat. Accès difficile ce mardi matin à Brest. Une petite centaine de manifestants, emmenés par le syndicat FO, occupaient les ronds-points des foules que sur le port de commerce. Un blocage temporaire pour protester contre l'adoption de la loi travail. On essaye de contribuer à notre manière à la pénurie de carburant pour mettre le gouvernement en face de ses responsabilités et qu'il retire cette loi scélérate de loi El Khomri. Ce ne sont pas des blocages parce que pour l'instant nous n'avons pas les moyens de bloquer dans la mesure où à 150-200 on ne tient pas un blocage. Et qu'ensuite pour vraiment bloquer un site, il faudrait que les salariés du dépôt soient en grève. Dès 5 heures du matin, ces manifestants ont tenté de bloquer le dépôt pétrolier, situé à quelques centaines de mètres. La tentative de blocage du site pétrolier brestois a été écartée par la mobilisation des forces de l'ordre très tôt dans la nuit de lundi à mardi. Une trentaine de policiers de Brest et Quimper gardaient encore l'entrée ce mardi. Ce qu'on a voulu prévenir, c'était un blocage intempestif de l'entreprise Stock Brest. Parce que, comme je l'expliquais, on a besoin que les approvisionnements se passent normalement pour notre département et les départements voisins. Il n'y avait pas de problème avec des salariés du site. Et d'ailleurs, s'il y en avait eu, c'est leur droit de faire grève. On n'a pas à s'immiscer là-dedans. Là, il s'agissait de permettre le libre accès des camions à l'entreprise. Le blocage sur le rond-point des foules qui a été levé peu avant 10 heures. Ce jeudi, une nouvelle mobilisation est annoncée, cette fois avec d'autres syndicats et d'autres salariés. Et dans le Morbihan, se fait aussi une nouvelle journée d'action des militants anti-loi travail, après avoir été délogés des blocages du dépôt pétrolier de Lorient vendredi par les forces de l'ordre. Les anti-loi travail ont remis ça dès 5 heures ce mardi matin, mais ils n'y sont restés que quelques heures. On regarde tout de suite le reportage de TB Sud. Ils sont entre 100 et 200, déterminés à se faire entendre. Ils ne veulent pas baisser les bras, la loi El Khomri ne passera pas. Ronan Vibert défend les valeurs de progrès social. Pour lui, ce sont les acquis de 1936 et 1945 qui sont attaqués. La rue n'est pas écoutée dans les manifestations. Comment faire? On est avec un gouvernement qui, soi-disant, est un gouvernement de négociation, qui devait s'attaquer à la finance. Bon, les promesses ne tiennent que pour ceux qui y croient. Nous maintenant, on croit au rapport de force, il n'y a pas le choix. Mais le gouvernement durcit le ton. Dès ce matin, le préfet donne l'ordre de lever les barrages. Gendarmes mobiles, policiers, 100 tonnes sont sur place. Les barrages cèdent facilement, l'affrontement n'aura pas lieu. Les militants partent d'eux-mêmes. La priorité pour les forces de l'ordre, l'accès des camions-citernes aux dépôts pétroliers. Si les anti-loi travail sont déterminés, le représentant de l'État en Morbihan aussi.
Nous sommes tout aussi décidés à faire en sorte que les habitants du département, les professionnels, puissent avoir du carburant dans les stations-service pour travailler, pour vivre normalement. Comme vous le savez, on était en cours de retour à la normale. Il y avait encore un certain nombre de stations dans le département qui attendaient d'être livrées. On a 150 commandes de camions citernes aujourd'hui et il était important de permettre le réapprovisionnement dans les meilleurs délais de ces stations-service. Plusieurs heures d'attente pour les citerniers devant ravitailler des stations essence de Vannes, notamment, particulièrement touchées par la pénurie. Les blocages les auront retardés, mais le dépôt pétrolier de Lorient restera ouvert jusqu'à 21 h. Selon le préfet, le retour à la normale s'amorce. Et sur le front social, toujours dans le Nord Finistère, une trentaine de salariés des viviers de la Méloine ont fait la grève ce mardi matin pour protester contre la fermeture du site de Plouganou, annoncé le 21 avril dernier. Le site de maraîchage du Diben traite chaque année 12 000 tonnes de poissons et crustacés qui alimentent plus de 1500 magasins en France et à l'étranger. Racheté par Capitaine Watt en 2012, les viviers de la Méloine étaient dans les années 90 l'un des plus gros viviers européens. Avec la fermeture de ce site, 37 salariés vont perdre leur emploi. Les food trucks ont regagné les aires de repos bretonnes. Voici déjà plusieurs années que la direction régionale des routes de l'Ouest, la DIRO, favorise l'installation de ces camions cuisine sur une dizaine d'aires bretonnes. De quoi proposer un meilleur service aux usagers et encourager les pauses. Mais c'est surtout une opportunité pour ces commerçants ambulants. On regarde tout de suite le reportage de Tara Lagoutte pour TVR 35. Un camion coloré qui tranche avec le bitume. Hussein est nouveau sur l'aire du Hill, au sud de Rennes. Il sert déjà le midi en ville, mais il a aussi choisi d'installer son camion de nourriture du monde à côté de la nationale 137, suite à l'appel de la DIR Ouest. Il y a une demande, mais il n'y a pas d'offre. Et du coup, voilà, c'est de là où vient l'initiative aussi de proposer quelque chose pour les gens qui sont là. Même si généralement, les gens aussi prévoient leur casse-croûte sur les heures de repos et tout. Mais je vous dis, 1600 véhicules qui s'arrêtent ici chaque jour l'été. Si on arrive à en avoir juste 10% déjà, c'est déjà pas mal. Bonjour messieurs, dames. À quelques kilomètres de là, sur l'A84, non loin de Fougères, Anne-Sophie occupe l'aire de la Lande pour la 2e année consécutive. Et avec son camion de produits locaux, les curieux se font de plus en plus nombreux. Les gens apprécient, retiennent aussi que sur ce site, ils peuvent trouver des bons produits. Et puis rien que même si on s'arrête pour un café, c'est du café qui est broyé du coup directement. La difficulté, c'est qu'il faut se faire connaître si l'on veut que les gens s'arrêtent. Et si les week-ends et les vacances scolaires sont des créneaux porteurs, en semaine, ils sont très peu à s'arrêter sur l'aire de la Lande. Mais Anne-Sophie est optimiste, elle investit les lieux tous les jours pendant 6 mois. Des food trucks sur des aires de repos, c'est à Rennes, au siège de la DIR Ouest, que tout s'est décidé. On choisit en fonction de, de la qualité du dossier, de la qualité de quels produits ils vont proposer à la vente, comment ils vont cuisiner. Donc voilà, donc on a un jury interne pour regarder si tout cela est bien, compatible avec le développement durable et avec le service à l'usager. 7 aires ont déjà été investies en Bretagne et pour 3 autres, les candidatures sont encore étudiées. Allez, on revient dans le Finistère. Érosion, montée des eaux ou glissement de terrain. À certains endroits, les abords du canal de Nantes à Brest doivent être rénovés. Du côté de Châteaulin, on teste des méthodes respectueuses de l'environnement. Au fil de l'eau, Camille Pochet nous fait découvrir quelques techniques de génie végétal. On regarde. Les rives du canal de Nantes à Brest se refont une beauté, une remise en forme écologique et économique. Les matériaux utilisés pour reconstruire les rives viennent des abords du canal. Les ouvriers les appliquent selon une technique de génie végétal. Il y a eu un glissement de terrain sur cette partie des berges. Et par rapport à ça, on développe de plus en plus le génie végétal, qui est la reconstruction des berges par le biais des végétaux. Ils installent des boudins de chanvre ou du bois pour recréer une structure. On met des pieux en acacia d'1,60 m de haut qu'on enfonce avec le godet de la pelle. Derrière cela, on met des boudins de chanvre qui font 2 mètres de long, ça vient d'une entreprise de Riec-sur-Belon. Et à cela, on les attache. On a mis des carex en culture cet hiver qui ont germé, donc on les met en place. Et après, on met de la terre derrière pour refaire la berge. Autre alternative pour reconstruire les berges, l'enrochement. En cas de gros dégâts, il est obligatoire.
Quand les parcelles à réaménager ne font que quelques mètres, comme ici, remettre des végétaux coûte moins cher et est plus respectueux de l'environnement. C'est vraiment une technique qui va vraiment booster les écosystèmes et qui, par rapport à un enrochement classique, va vraiment apporter et va dynamiser donc, des endroits où vraiment il y a eu des dégâts. C'est une technique qui se développe de plus en plus sur la rénovation des berges dans les différents cours d'eau, que ce soit en France, même sur le territoire européen, en Allemagne, ça se développe beaucoup. Des parcelles le long de la rive ont déjà été reconstruites au mois de septembre du côté de Carhaix et elles ont résisté à l'hiver et à la montée des eaux. Prochaine étape, plusieurs mètres de rive à réaménager. Entre 300 et 400 mètres de berges où vraiment il y a des gros dégâts, donc qui pourront être réaménagés en génie végétal. Pour finir, des pousses de saule viennent rejoindre le parterre. Leurs racines stabilisent la structure et permettent de résister à la montée des eaux. Dans quelques semaines, sur le bord du canal, à Châteaulin, on ne saura même plus distinguer où la rive a été reconstruite. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, rendez-vous ce jeudi à l'église Les Caillers de Pont-Cauban. Le SMATA organise une conférence de 10 à 12 heures sur les techniques de génie végétal utilisées le long du canal de Nantes à Brest et les chantiers à venir. Allez, on va passer tout de suite au crowdfunding. Le crowdfunding régional a le vent en poupe. On en parle tout de suite avec Serge Apriou, le directeur de Kengo, l'une des 3 plateformes participatives bretonnes. Je le disais, les plateformes participatives se développent en Bretagne. Base Jaune, Gwenec, Kengo.bzh occupent le terrain. Les plateformes comme Ulule, KissKissBankBank et j'en passe se multiplient. Qu'apportez-vous de plus que ces plateformes, je dirais historiques, Serge Apriou ? Je pense que ce qu'on apporte de plus, c'est une audience qualifiée. Le travail que fait Ulule et KissKissBankBank fonctionne depuis des années et finance des projets tous les jours, il n'y a aucun souci. Sauf que le recours au financement participatif est de plus en plus banal. Il y a de plus en plus de porteurs de projets qui, de façon naturelle, ont le réflexe d'avoir recours à ce type de financement pour développer leurs projets. Et du coup, un porteur de projet qui est, on va dire, en Bretagne, et lui, dans une large mesure, va trouver son financement dans son environnement proche. Sa famille, ses voisins, les voisins de ses voisins, voilà. C'est généralement son environnement, l'environnement qui est autour de lui, son écosystème, qui va le financer. Les premiers cercles. Exactement. Et en général, même si on dépasse le premier cercle, les internautes que ça va intéresser, ce sont des internautes qui vont être intéressés soit par la démarche artistique, soit par la dimension solidaire ou la dimension entrepreneuriale. Et cette dimension-là, chez nous, elle se développe en Bretagne. Donc participer à un projet, c'est aussi participer au développement de la région. Et à ce titre, le fait que la plateforme présente ces projets régionaux et leur dynamique fait en sorte que, par exemple, les 17 000 personnes qui nous suivent sur Facebook aujourd'hui ont accès à ces projets et peuvent les financer. Ça rassure justement pour un porteur de projet de venir sur une plateforme régionaliste? Je sais pas, je pense que ça peut la rassurer au moins sur une chose, c'est qu'ils peuvent venir nous rencontrer, on peut discuter avec eux. Mes équipes travaillent de façon en proximité. Alors si c'est pas toujours de la rencontre, en tout cas c'est du téléphone et du mail, mais du téléphone de façon quasiment systématique. On a un travail vraiment d'accompagnement de nos porteurs de projets de façon à faire en sorte que lorsqu'ils arrivent devant les internautes, ils arrivent sous leur meilleur profil, ce qui est aussi une partie de notre mission. Alors tout à l'heure avec Olivier, on va évidemment aborder votre projet dans la rubrique coup de pouce, mais avant cela, Olivier, vous êtes vous un porteur de projet. Pour quelle raison est-ce que vous avez fait le choix d'une plateforme comme celle de Kengo? Justement pour m'accompagner dans tous les sens du terme. Voilà. Parce que tout à l'heure, on parlait des autres plateformes, plus nationales, voire internationales. Celle-là, vous n'avez même pas tenté d'y aller? Non. Ça a été tout de suite sur une des plateformes oui, tout à fait. Régionales? Tout à fait, parce qu'en fin de compte, comme c'est un projet que je porte dans la région, donc je voulais rester dans la région, voilà. Alors, Serge Apriou, vous fêtez ces jours-ci votre premier anniversaire. Quel bilan tirez-vous justement après un an de lancement officiel de Kengo? Le premier enseignement que j'en tire, c'est que finalement le pari qu'on a fait à un an est rempli. C'est-à-dire que l'offre de service qu'on propose de développer une plateforme de financement participatif régional, finalement correspondait à une attente. Une attente de la part d'un certain nombre de porteurs bretons qui n'auraient peut-être pas été sur des plateformes nationales. L'attente aussi des internautes qui sont bien contents de pouvoir isoler, de pouvoir identifier la dynamique des porteurs de projets en Bretagne, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de start-up, de projets culturels. En bout d'un an, on a reçu en gros un peu plus de 300 projets.
On en a mis en ligne une bonne centaine, là, qui sont en cours. Là. Des projets clos, donc clos à date, hein, à ce jour, on doit en avoir 70. Sur les 70, on en a financé 50. Et pour un montant total de 160 000 €. Oui, ce qui commence réellement à peser, voilà. à créer de l'économie aussi sur la région. Donc on a permis à des entreprises de pouvoir s'équiper, à des spectacles de pouvoir se monter et à des associations de pouvoir développer leurs projets. Et ça, c'était vraiment l'enjeu qu'on avait. Au début, il y avait des projets qui étaient assez modestes, on va dire. Est-ce que là aussi, il y a eu une évolution l'espace d'1 an sur des projets qui sont devenus plus ambitieux? Est-ce que les montants ont évolué, les projets ont évolué aussi, Serge Apriot? Certains projets ont forcément attirent plus forcément la lumière que d'autres. Le dernier en date qu'on a lancé il y a quelques jours, c'est la tombola géante qu'on a mis en place avec les vieilles charrues pour financer le concert à New York qui aura lieu le 1er octobre prochain. Et là, on attend plusieurs milliers de personnes pour financer. Vous faites aussi dans la loterie maintenant, quoi. Oui, parce que en fait, on a fait un mix, un mash-up, un mélange entre le financement participatif dans son côté communautaire et effectivement la possibilité in fine pour tous les contributeurs pour 5 € de pouvoir participer à un tirage au sort qui leur permettra de gagner un séjour à New York et de participer au concert de Central Park. Vous avez participé? Oui. Vous irez à New York? Non, je n'ai pas participé parce que je n'ai pas le droit. Vous mais par contre, j'irai à New York. C'est pas mal ça. Est-ce que justement, les banques aussi apprécient de plus en plus le projet financé de multiples façons? Là aussi, ça sécurise un projet, ça valide un projet. C'est une sorte d'étude de marché avant l'heure qui est faite? Oui, parce que pour les banques qui reçoivent des demandes de financement de façon très régulière, indépendamment de l'écosystème, du projet et tout ça, qu'est-ce qui est l'élément absolument déterminant d'un projet? C'est l'individu qui le porte. Et si un individu arrive dans le cadre d'une campagne de financement participatif à trouver ses premiers clients, à faire un peu de communication, à développer des partenariats, et ben cet individu a de bonnes chances de pouvoir amener à bien son projet d'entreprise. Donc une campagne de financement participatif qui a réussi, qui a trouvé son objectif, son rythme, donne toutes les garanties à un banquier ou à un financeur public, hein, si c'est dans le cadre de subvention, et ben qu'on peut miser sur cette personne. Ça amorce quoi, c'est ça un financement aussi. Ça amorce et ça rassure. Être présent sur une plateforme comme Kengo n'assure pas automatiquement non plus la réussite de projet. Vous l'avez dit tout à l'heure dans les chiffres. Le porteur doit beaucoup s'investir pour réussir sa campagne. J'utilise souvent une expression qui est « étoile si elle t'aidera ». Ce que je veux dire, c'est que le porteur de projet doit avoir vraiment un investissement important dans sa campagne, doit croire à fond dans son projet, dans sa capacité à le mettre en œuvre. Et à partir de là, il arrivera à transmettre sa passion aux autres et les autres le suivront. C'est vraiment dans cette dynamique-là. Donc tout dépend du porteur de projet. Nous, on est un amplificateur. S'il fait un petit bruit, notre ampli ne va pas sortir grand-chose. S'il fait un ramdam d'enfer, l'amplification que nous, on lui donnera, à travers les différentes méthodes qu'on met en œuvre, lui permettra de toucher le maximum d'internautes possible. Alors, un des projets qui a fait aussi beaucoup de bruit, c'était la Penarbox, notamment. Oui, absolument. Là, il y a eu un gros effort de communication aussi de la part de Loïs Fini, notamment sur leur projet. C'est ça, communiquer, parler, toujours agiter, donner des signes qui... Et ils continuent encore, puisque quelques semaines après la campagne, ils avaient fait leur fameux calendrier de l'Avent avec des bières qui avaient très, très bien marché. Et en ce moment, dans le cadre d'un partenariat avec Braise America, une association qui fait le lien entre la Bretagne et les États-Unis, ils vont pouvoir exporter leur concept aux États-Unis. Donc j'ai l'impression que c'est très très rare. Et donc j'ai l'impression que tout se passe bien pour eux. Serge, la région Bretagne s'est alliée à Kengo et à Gwenec pour développer l'innovation, notamment à destination des jeunes, via l'opération Initiative Jeunes. Le principe en 2 mots, Serge Apriot. Le principe en 2 mots, c'est que toutes les personnes entre 18 et 29 ans qui souhaitent développer un projet, alors quel qu'il soit, de l'économie solidaire et sociale, de la culture, du sport, de l'entrepreneuriat, de la start-up, quelle que soit la thématique, là pour le coup, rien n'est clos, peut être accompagné par la région sous réserve d'avoir déposé une collecte de financement participatif donc sur Kengo, éventuellement sur Gweneg. Si la collecte arrive à 70% de l'objectif, par le biais d'une subvention, la région Bretagne mettra les 30% pour arriver à 100%. On a une enveloppe globale de 50 000 € et par projet, on peut aller jusqu'à une aide jusqu'à 4 000 €. Est-ce qu'il y a... vous êtes
j'imagine que pour l'avenir, vous êtes confiant dans l'avenir, justement. Les internautes multiplient les projets, les porteurs sont de plus en plus présents. Non seulement je suis confiant dans les internautes et dans leur capacité à donner, à aller vers les autres, on est vraiment dans un changement d'époque. Je crois que le repli sur soi, malgré ce qu'on entend, est finalement d'une autre époque. Je crois surtout aussi que les outils de financement tels que un peu alternatifs, dont nous faisons partie, vont devenir de plus en plus utiles, notamment pour les associations qui, dans le cadre de la baisse des subventions, pourront diversifier par l'usage qu'ils feront de notre propre plateforme le financement de leurs projets. Merci Serge, on continue évidemment de parler de Kengo, notamment dans la rubrique Coup de pouce. Alors Olivier Stupka, après une période de chômage, vous avez récemment voulu remettre le pied à l'étrier, ou devrais-je dire, oh, c'est ça, au pédalier, j'allais dire. Vous lancez un concept sur Brest, mon coursier de quartier. Oui. C'est quoi le principe? Alors, en fin de compte, c'est un triporteur. En fin de compte, je propose transport de personnes. Comment livraison, vous avez eu l'idée, colis, justement je pratique beaucoup de vélo. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, voilà. Donc voilà, faut oser sur Brest quand même, parce que ça monte, et ça monte quand même pas mal. Le temps n'est pas non plus extraordinaire toute l'année. Vous êtes motivé, vous aimez ça. Oui. Et je suis sûr qu'il y a un potentiel à faire sur la région. Alors, sur ce projet, vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes accompagné par Kengo pour la plateforme participative, mais vous êtes aussi via une franchise. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. En fin de compte, c'est un groupe franchisé qui s'appelle le Coursier de mon quartier, qui existe depuis, je ne sais plus trop la date. Mais en fin de compte, ça marche beaucoup dans de grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes, voilà. Et en fin de compte, c'est une franchise pas commun, quoi. C'est qu'en fin de compte, ils nous donnent tous les outils dans la main, et voilà. Et pareil, comme Kengo ou comme l'a dit, on est très encadré. On est en relation en permanence, soit par mail, soit par téléphone, pour savoir la situation actuelle, comment le projet comment ça avance. Tout à fait, ouais. Alors concrètement, une fois que vous aurez réussi à décrocher ce financement, que vous aurez réussi à lancer votre activité, le principe, ça va être quoi? On vous appelle, on réserve, c'est pour les particuliers, pour les professionnels? C'est pour tout le monde. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas je ne cible pas du tout aucune clientèle. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer aussi bien des personnes, je dirais, transporter des personnes, que des colis. Voilà, tout à fait, parce qu'en fin de compte, je propose 3 services. Donc le transport à la personne, la livraison de colis, donc de porte à porte. Voilà. Dans un rayon de combien de kilomètres sur Brest? Après, j'ai fixé certains tarifs, donc en fin de compte, il y a un tarif pour moins de 3 km avec un temps de livraison. Si c'est plus, avec plus de kilomètres, voilà, il y a un autre tarif. Voilà, donc. Sinon, après, je propose aussi les livraisons de marchandises, parce que mon triporteur sera équipé d'un caisson isothermique. D'accord. Donc je pourrais livrer du frais. Donc par exemple, les personnes qui ont des livraisons à faire de chez eux, de marchandises, de faire leurs courses, voilà. Et en fin de compte, le triporteur est libre aussi s'il paie à peu près. Je vends l'espace publicitaire sur le triporteur. Donc voilà, donc ça c'est un peu les entreprises qui le souhaitent peuvent communiquer via votre triporteur qui devient un support de communication qui va se balader dans toute la ville. Moi, en tant que triporteur, j'ai accès à des zones où c'est que certains autres véhicules n'ont pas accès. Donc voilà. Merci Olivier. Alors vous pouvez retrouver évidemment le projet d'Olivier Stupka sur la plateforme kengo.bzh. Vous sollicitez les internautes à hauteur de 1 500 € et il vous reste encore combien de jours avant de bloquer le financement, de terminer le financement? On est sur un mois et demi, me semble-t-il. C'est ça, un mois et demi. Merci Olivier. Allez, on passe tout de suite au Focus Programme.
Dans Archi à l'Ouest, ce mardi, découverte de la médiathèque François Mitterrand au Relecq-Quirion, un bâtiment inauguré en 2013, bien loin de l'image poussiéreuse et sombre de la bibliothèque d'antan. Pour cet espace de diffusion culturelle, la directrice Virginie Evin parle du concept de troisième lieu et Frédéric Lorenzon a voulu en savoir un peu plus. On regarde. Vous présentez ce lieu comme le troisième lieu, c'est ça? C'est quoi? Oui, alors le troisième lieu, c'est en fait un lieu qui n'est ni la maison, ni le travail. C'est un lieu intermédiaire, justement, où on peut... De loisirs? De loisirs, principalement, voilà, de loisirs. Même si on peut avoir des loisirs à la maison. Voilà, tout à fait. Mais voilà, un lieu de rencontre où, justement, on peut se retrouver. Sans contrainte, puisque à la médiathèque, on est heureux de voir le public et donc on leur demande pas de respecter des règles strictes. Voilà. Donc voilà, c'est un lieu convivial. Donc le troisième lieu, c'est un lieu où on se sent à la fois comme chez soi, mais où on va pouvoir faire des choses un petit peu différentes de chez soi et croiser surtout beaucoup de gens. Archi à l'Ouest est diffusé ce mercredi à 18h30 sur TBO. Ainsi s'achève l'instant T. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve nous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO.